Juin 1944. Les routes s'étendant des côtes normandes vers l'intérieur des terres pliaient sous le poids des convois militaires en mouvement depuis des jours. Sur les routes de campagne étroites, où la pluie avait transformé la terre en boue, le bruit des moteurs se mêlait aux tirs d'artillerie. Le vrombissement des moteurs d'avion dans le ciel insufflait une excitation constante aux soldats de l'infanterie. Les yeux des soldats qui attendaient au bord de la route se tournaient le plus souvent vers les chars Sherman ou les véhicules blindés progressant vers le front. Pourtant, au sein du même convoi, un véhicule qui ne attirait presque l'attention de personne accomplissait sa mission en silence. Il n'avait ni un blindage épais, ni un canon puissant capable de traquer les chars ennemis. Malgré cela, quelques heures plus tard, c'était précisément l'un de ces véhicules qui allait déterminer si des milliers de soldats combattant au front survivraient ou non. Son nom était l'AEC Matador. À première vue, il était difficile de le considérer comme l'un des héros de la guerre. Il ne faisait pas la une des journaux, ne figurait pas sur les affiches de propagande et n'apparaissait pas au centre des photos de victoire. Il ne tirait pas au canon comme un char et ne combattait pas avec des tirs d'infanterie comme l'infanterie. Sa mission était beaucoup plus silencieuse. Transporter du carburant, acheminer des munitions, tracter de l'artillerie lourde, secourir les véhicules en panne et refuser de laisser la guerre s'arrêter. Souvent résumée en quelques lignes dans les livres d'histoire, cette mission était en réalité l'un des éléments les plus cruciaux de la guerre moderne. Car sur le champ de bataille, même le plus puissant des chars, une fois son carburant épuisé, se réduisait à une simple masse d'acier inerte de plusieurs tonnes. Le système d'artillerie le plus perfectionné se taisait lorsque ses munitions étaient épuisées et même le soldat le mieux entraîné ne pouvait résister longtemps sans son chargeur. Chaque succès remporté sur le front dépendait du maintien en vie d'un système invisible opérant à des kilomètres de là. C'est précisément ainsi que l'AEC Matador allait devenir l'une des pièces les plus fiables de ce système invisible. De surcroît, il n'allait pas réussir cela grâce à des caractéristiques spectaculaires, mais bien en remplissant sa mission en quasi toutes circonstances. Alors, pourquoi la Grande-Bretagne avait-elle besoin d'un tel véhicule? La réponse à cette question se cachait dans les amères leçons de la Première Guerre mondiale. Cette guerre, où des millions de soldats ont lutté pendant des années dans des tranchées boueuses, n'avait pas seulement été gagnée par les combats menés au front. Les voies ferrées, les camions, les charrettes et les dépôts de ravitaillement constituaient le front invisible de la guerre. Les commandants britanniques savaient très bien qu'un seul approvisionnement en munitions manquant à l'appel sur le front pouvait réduire à néant des mois de préparatifs. C'est pourquoi, à la fin des années 1930, alors que l'Europe se retrouvait de nouveau au bord d'une grande guerre, l'armée britannique ne voulait pas répéter les erreurs du passé. De plus, la responsabilité de la Grande-Bretagne ne se limitait pas à la seule Europe. La vaste géographie de l'Empire exigeait bien plus de la part des véhicules militaires. Le même véhicule devait pouvoir accomplir ses missions dans les déserts brûlants de l'Afrique du Nord, progresser sur les routes boueuses de la France et, si nécessaire, opérer sur les terrains rocailleux du Moyen-Orient. Concevoir un camion capable de s'adapter à des climats et à des conditions de terrain aussi variées n'était pas chose aisée. Les véhicules utilitaires ordinaires pouvaient réussir sur des routes asphaltées. Mais lorsque la guerre éclata, les routes asphaltées devinrent les toutes premières cibles, les ponts furent détruits, les routes réduites en morceaux par les bombardements et les véhicules furent contraints de se déplacer exclusivement dans des conditions hors piste. Le constructeur britannique Associated Equipment Company, autrement dit AC, commença à travailler précisément pour répondre à ce besoin. La demande de l'armée était on ne peut plus claire. Il fallait un véhicule capable de transporter de lourdes charges, de tracter des canons puissants, dont la maintenance pouvait être effectuée facilement sur le front et qui, par-dessus tout, serait d'une fiabilité absolue. L'équipe de conception privilégia la robustesse aux solutions tape à l'œil. 40 ans de guerre, le véhicule le plus précieux n'est pas le plus rapide, mais celui qui continue de fonctionner même au jour le plus difficile. Cette philosophie se refléta dans les moindres détails du Matador. Le système de traction intégrale n'était pas un simple choix technique. Cette caractéristique signifiait qu'une batterie d'artillerie embourbée pouvait se remettre en mouvement, qu'un convoi transportant du carburant pouvait poursuivre sa route ou que des routes détruites par des bombardements pouvaient être franchies. Sa structure surélevée et son châssis robuste lui permettaient d'accomplir des missions dans des zones où de nombreux camions ne pouvaient s'aventurer. Sur le papier, tout cela pouvait ressembler à de simples caractéristiques techniques, mais sur le terrain, la réalité était tout autre. Chaque passage réussi signifiait que les soldats en première ligne pouvaient continuer à se battre quelques heures de plus. Dès l'entrée en service du Matador, les unités britanniques comprirent rapidement qu'il ne s'agissait pas seulement d'un camion de transport. Les unités d'artillerie lourde commencèrent à l'utiliser comme tracteur.
Les équipes de dépannage en sortaient les véhicules enlisés grâce à son aide. Les unités du génie y transportaient le matériel de pontage, tandis que les équipes de maintenance acheminaient les pièces de rechange nécessaires sur le front par le biais de sa caisse. La capacité de cette même plateforme à remplir des missions aussi variées constituant un avantage inestimable du point de vue de l'économie de guerre. Cependant, le véritable test du Matador n'avait pas encore commencé. Ce qui allait faire de lui l'épine dorsale de la logistique britannique, ce n'était pas les tests en usine, mais bien les luttes qu'il allait mener dans les déserts brûlants d'Afrique du Nord, puis sur les champs de bataille boueux d'Europe. Le théâtre d'opérations d'Afrique du Nord fut l'un des premiers grands tests qui révélèrent la véritable valeur du Matador. Là, bas, la nature se montrait aussi impitoyable que l'ennemi. Pendant la journée, la température approchait les 50 degrés, tandis que les nuits se révélaient étonnamment froides dans le désert. Le sable fin s'infiltrait dans les moindres recoins des moteurs, colmatait les filtres et accélérait l'usure des pièces mobiles. De surcroît, la ligne de front se déplaçait constamment sur des centaines de kilomètres et les lignes de ravitaillement s'allongeaient un peu plus chaque jour. Il ne suffisait pas qu'un camion transporte simplement des charges, il fallait qu'il puisse le faire pendant des jours, de manière quasi ininterrompue. Pour que la 8e armée britannique puisse progresser, il fallait acheminer chaque jour vers les premières lignes des tonnes de carburant, de munitions, de nourriture, d'eau potable et de pièces de rechange. Les unités blindées en particulier consommaient des quantités incroyables de carburant. Avant qu'une offensive ne soit lancée, il fallait faire le plein de centaines de véhicules, soutenir les unités d'artillerie avec des milliers d'obus et s'assurer que les équipes de maintenance recevaient les équipements nécessaires à temps. Lorsque le moindre maillon de cette chaîne se rompait, les offensives pouvaient être retardées, voire totalement annulées. La logistique n'était donc plus seulement une tâche de soutien, mais s'était tissée au centre même de la planification militaire. L'un des plus grands atouts du Matador résidait dans sa fiabilité. Bien entendu, aucun véhicule militaire n'était totalement à l'abri des pannes. Toutefois, les rapports des équipes de maintenance indiquaient que le Matador continuait à remplir sa mission même dans des conditions extrêmes. Grâce à sa conception simple mais robuste, de nombreuses réparations pouvaient être effectuées rapidement à l'arrière du front. La rareté des systèmes complexes facilitait la résolution des pannes mécaniques et évitait aux véhicules d'être immobilisés pendant de longues périodes. Cela procura un avantage considérable à une époque où la vitesse des opérations primait sur tout le reste. Quant aux unités d'artillerie, elles furent peu être celles qui tirèrent le plus grand profit du Matador, les canons de moyenne portés de 5 pouces et les obusiers lourds de 2 pouces utilisés par l'armée britannique étaient extrêmement efficaces. Mais toute la puissance de ces armes ne se manifestait que si elles étaient acheminées au bon endroit au bon moment. Déplacer ces systèmes pesant plusieurs tonnes à travers des terrains accidentés n'avait rien d'aisé. C'est là que le Matador entrait en jeu, non seulement en tractant la pièce d'artillerie, mais aussi en transportant les munitions et l'équipement de l'équipe d'artillerie. Ainsi, un seul véhicule jouait un rôle critique pour assurer la continuité du soutien-feu. Un artilleur britannique racontait, dans un entretien accordé après la guerre, qu'après des jours de pluie, les routes s'étaient transformées en bourbiers complets. Alors que les autres vignes à Amman, le Matador continuait d'avancer, lentement mais sûrement, et toute la batterie le suivait avec espoir. Ce témoignage n'était pas seulement le souvenir d'un simple soldat. Des propos similaires se retrouvaient également dans les journaux de marche et les rapports de guerre de différentes unités. Le véhicule n'était pas parfait. Lui aussi peinait parfois. Lui aussi avait parfois besoin de l'aide d'un treuil. Mais la confiance que lui vouait son équipage comptait bien plus, la plupart du temps, que les données techniques. À l'approche de l'année 1943, les Alliés commençaient à infléchir le cours de la guerre. Après les succès en Afrique du Nord, les campagnes de Sicile et d'Italie débutèrent. Le terrain montagneux, les routes étroites et les ponts détruits confrontèrent les unités logistiques à deux nouveaux défis. Pour que les chars puissent progresser, les ingénieurs devaient ériger des ponts provisoires et les matériaux nécessaires à la construction de ces ponts devaient être acheminés à temps. Le Matador assuma également divers rôles en ces lieux. Il transporta le matériel du génie, tracta des remorques lourdes et aida au dépannage des véhicules en détresse. Sa conception polyvalente permit de l'utiliser sur différents théâtres d'opération sans qu'il soit nécessaire de le redessiner. Cette flexibilité découlait entièrement d'une approche de conception réfléchie. En confiant différentes missions à un même châssis, l'armée britannique facilitait la production, réduisait les stocks de pièces de rechange et accélérait la formation du personnel de maintenance. Lorsque l'on songe qu'une armée utilise des milliers de véhicules simultanément, ces détails pouvaient paraître insignifiants, mais ils revêtaient une importance majeure sur le plan de l'économie de guerre. Moins de pièces différentes signifiaient des réparations plus rapides, et des réparations plus rapides permettaient à un plus grand nombre de véhicules de reprendre du service.
L'année 1944 venue, les yeux du monde se tournèrent vers la Normandie. Le succès du débarquement amorcé dans la matinée du 6 juin ne reposait pas seulement sur la bravoure des troupes débarquées sur les plages. La véritable difficulté résidait dans le soutien ininterrompu de ces troupes pendant des jours et des semaines. Aujourd'hui encore, les historiens soulignent tout particulièrement le rôle déterminant du succès logistique dans la planification militaire lorsqu'ils étudient la campagne de Normandie. Car pour que chaque char, chaque canon et chaque soldat débarqué sur la côte puisse continuer à combattre, il fallait un gigantesque système de transport qui fonctionnait sans relâche à l'arrière. C'est précisément à ce moment-là que l'AEC Matador se métamorphosa en un véritable héros invisible.